Bonjour à toutes et quelques tous. Bienvenue dans cette séance qu'on est très heureuse d'organiser chez Utopia avec Femmes de droit autour de la question des politiques contre les violences sexistes et sexuelles. Je vais tout de suite laisser la parole à Myriam, mais je voulais juste vous souhaiter la bienvenue au nom d'Utopia. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Myriam Benjatou, je suis juriste et je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Femmes de droit, Droits des femmes. Et c'est une association qui vise à soutenir et promouvoir les droits des femmes et des minorités. Et au sein de mon association, on a choisi de ne pas tout à fait respecter la règle de français qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin quoi qu'il arrive, mais plutôt que la majorité l'emporte. Alors, en tout cas, pour ma part, je ne demande pas que vous l'appliquiez, mais en tout cas, pour aujourd'hui et pour ma part, je vais parler du public au féminin, puisqu'il y a une majorité de femmes, mais que les hommes se sentent tout à fait inclus et expérimentent ce que nous devons ressentir quand nous devons nous sentir inclus quand on parle de nous au masculin. Aujourd'hui, on est là pour parler du continuum des violences, du harcèlement, des blagues sexistes au féminicide, et pour avoir un temps de réflexion et de discussion autour de tous ces enjeux-là. En préparant ce moment, je me rappelais d'une vidéo de Cécile Melfert, la fondatrice française d'Oser le féminisme, qui a fait un TEDx assez intéressant sur pourquoi les blagues sexistes tuent. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder, mais elle explique vraiment pourquoi c'est aussi important de ne pas hiérarchiser les combats dans la lutte féministe. Pourquoi une simple blague sexiste permet de légitimer tous les comportements de violence à l'égard des femmes et donc permet de justifier le meurtre de femmes. Et pourquoi donc, quand on lutte contre des choses aussi peu graves que des blagues sexistes ou du harcèlement, ça va, on peut surmonter ça quand même. Hein. On n'a qu'à pas ouvrir nos réseaux sociaux, pas lire les commentaires, c'est facile. Mais pourquoi lutter contre ça? En réalité, c'est aussi lutter contre les violences les plus graves, les viols, les meurtres et tout ce qui se passe contre les personnes les plus fragilisées. Et du coup, c'est aussi un peu ça qu'on va aborder aujourd'hui avec 3 oratrices de talent. Alors, je vous avoue que je suis très, très fort en mode groupie quand même, parce qu'autour de la table, il y a quand même 3 femmes d'exception. Je vais commencer à ma droite. Oui. Ce qui ne me plaît pas tellement, à vrai dire, d'être à votre droite. mais du coup, à la gauche du public. Ah oui, ça va alors. Voire à l'extrême gauche du public. Ça me va encore mieux. Et donc, dois-je vous présenter, oui, il paraît, c'est mon rôle, donc je vais quand même le faire, Christelle Tarot, qui est, j'ai mes petits copions ici pour pas dire de bêtises, historienne, féministe, spécialiste de l'histoire contemporaine du Maghreb et de l'histoire des femmes, des genres, des sexualités en contexte colonial. Elle enseigne depuis le début des années 2000 dans le centre parisien de l'université de Columbia, rien que ça. En 2002, elle défend sa thèse Prostitution et colonisation, Algérie, Tunisie, Maroc de 1830 à 1960 à l'université de Paris-Sorbonne. En 2003, sa thèse est publiée. Et puis, en 2008, elle devient membre du Centre d'histoire du 19e siècle à l'université, qui est un centre de recherche, une unité de recherche interuniversitaire, Paris 1 et Paris 4. Et elle sort sort la première publication d'idées reçues sur la colonisation. Et puis, il y aura 2 rééditions, dont une toute récente qui a moins d'1 an. En 2012, il y a la publication d'Amour interdit, prostitution, marginalité et colonialisme, Maghreb de 1830 à 1962. Il me faut tout déjà dire que j'ai choisi ici les livres et les ouvrages qui me paraissaient les plus pertinents par rapport au thème qu'on envisage, mais Christelle a été très prolifique et a dirigé et co-dirigé de très nombreux ouvrages, notamment en 2018 celui « Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours ». Et puis en 2022, un des ouvrages qui est très vite devenu un ouvrage de référence, qui est celui-ci,
petite brique légère. Féminicide, une histoire mondiale qui, en plus d'être hyper intéressante, peut être un très bon outil d'autodéfense féministe, je vous le dis. Et l'idée, c'est vraiment d'analyser le concept de continuum féminicidaire qui permet d'éclairer l'ensemble du spectre des violences commises contre les femmes depuis leur naissance jusqu'à leur mort, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, et ce sur les 5 continents. Waouh. Merci déjà pour tout ça. À ma gauche, Sarah Schlitz. Alors, de nouveau mon petit copion pour être sûre de ne pas dire de bêtises, même si je connais Sarah déjà depuis un petit temps maintenant. Sarah, c'est une femme politique belge, liégeoise, du parti écolo. Elle a suivi un master en sciences politiques et un master complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire à l'université de Liège. Elle a été militante dans différentes associations, enfin dans le secteur en tout cas associatif environnemental, merci, oulala, et féministe, avant de devenir députée fédérale en charge des droits des femmes, de la mobilité et du climat de 2018 jusqu'à 2020, quand elle est devenue secrétaire d'État à l'égalité des chances, à l'égalité des genres et à la diversité. Et avant d'être députée fédérale, elle a aussi été conseillère communale à Liège de 2012 à 2019. Merci. Et à mon extrême gauche, je suis désolée, Lucille Pétavin, qui est, je l'ai bien prononcé. On prononce le Y, mais du coup, Pétavin. Ok. Et bien donc, femme essayiste, historienne française, lozérienne. En 2019, elle a défendu sa thèse de doctorat en histoire intitulée Histoire relationnelle du genre chez les artisanes et artisans, commerçants, commerçantes de proximité au village du 9e au 10e siècle à l'université de Lyon. Et puis, en 2021, elle a publié un ouvrage qui est aussi un ouvrage de référence dans le milieu féministe, quand même. C'est Le coût de la virilité. C'est un essai qui tente d'évaluer, sur la base de toutes les informations officielles disponibles dans les registres français, ce que ça coûte à l'État français, les comportements de virilité. En d'autres termes, si les hommes se comportaient comme les femmes se comportent, quelles sont les sommes que l'État français pourrait économiser chaque année? Et bon, je vous spoil un peu la fin, mais après toute une série de calculs sur la base uniquement des chiffres disponibles, ça, je trouve que c'est quand même, on met de côté tous les chiffres qui ne sont pas disponibles. Et donc, uniquement sur cette base-là, l'État français économiserait 95 milliards d'euros chaque année si les hommes se comportaient comme des femmes. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que, en tant que féministe, on a longtemps essayé de faire en sorte que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Et je trouve que ton livre apporte un éclairage qui incite à peut-être éduquer les garçons plus comme les filles et pas l'inverse. Petite parenthèse. Et en 2022, Lucille est devenue experte dans la prévention des violences pour le cabinet Psytel. Elle est également membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes de la Fondation des femmes. Et donc, comme première question, j'avais envie de m'adresser à Lucille et Christelle, et évidemment à Sarah indirectement. Toutes les questions que je pose, vous êtes vraiment toutes les trois invitées à réagir, même si vous n'êtes pas la première concernée. Vous élaborez chacune sur les violences commises contre les femmes dans le monde à travers votre expertise propre. Mais quel lien voyez-vous entre les violences féminicidaires d'une part... Ouhou. Merci. Quel lien voyez-vous entre les violences féminicidaires d'une part et le coût que ça implique pour la société? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette première question, moi, c'est vrai que bon, ça fait très longtemps que je suis féministe, que je m'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. Bien évidemment, les hommes sont les premiers responsables, les premiers auteurs des violences subies par les femmes, des féminicides notamment. Mais moi, mes recherches elles m'ont
amené à pousser un petit peu le sujet, puisque je me suis rendu compte que finalement, les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité et de comportements à risque dans notre société. Et je suis partie d'une statistique qui est celle de la population carcérale masculine en France, qui représente 96,3% du total. Donc en France, les prisons sont aujourd'hui remplies d'hommes. Et donc effectivement, à ce moment-là, je me suis demandé ce que ça voulait dire du lien entre les hommes et la violence dans notre société. Et donc j'ai creusé, je suis allée chercher d'autres chiffres, donc des chiffres officiels qui sont publiés par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Et effectivement, je me suis rendu compte très rapidement que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence dans la société. Si bien que ces chiffres officiels, ce qui nous indique, c'est qu'aujourd'hui, 83% des mises en cause par la justice sont des hommes, en France toujours. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Et les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions, et notamment les plus graves. 99% des auteurs de viol, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, 86% des auteurs d'homicides, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 95% des auteurs de vol avec violence, 91% des auteurs de cambriolage, etc., etc., etc. Et du coup, j'en ai conclu que, parce que ces chiffres, ils indiquent plusieurs choses, c'est que bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels et auteurs de violences, mais que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle ils se trouvent, le milieu social dans lequel ils ont grandi, la zone géographique dans laquelle ils habitent, le niveau d'éducation qu'ils ont reçu, on peut prendre n'importe quel autre critère. Sur ce sujet, il y a un gouffre statistique qui est systématique entre les hommes et les femmes. Si bien que le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, eh bien le sexe est dans l'immense majorité des cas le sexe masculin. Et du coup, quand j'ai eu tout ça en tête, c'est vrai que je n'ai plus tout à fait regardé la société de la même façon. Et notamment, je n'ai plus tout à fait regardé aussi eh bien, les moyens qu'on mettait en place pour faire face à toute cette délinquance et cette criminalité. Et je l'explique dans mon essai, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu ça en tête, un jour, je me promenais dans la rue et il y a des services de police qui sont passés devant moi, toutes sirènes hurlantes. Et là, je me suis dit, mais très probablement, ils interviennent pour faire face à un délit commis par un homme. Et je me suis dit, OK, il y a ces services de police, mais s'il y a une victime, il y aura peut-être des services de secours. Si la victime a des séquelles, il y aura peut-être des services de santé. Et puis peut-être des services de justice pour l'auteur, des services de prison, puis peut-être des services de réinsertion, etc., etc. Et donc, effectivement, je me suis posé la question des coûts. Combien l'État et la société payent chaque année pour faire face à toute cette délinquance et cette criminalité? Et donc, je me suis lancée effectivement dans le calcul de ce que j'ai appelé le coût de la virilité, qui est en fait, effectivement, alors c'est le calcul finalement d'un différentiel. C'est la différence entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. Finalement, le coût de la virilité, c'est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et ces coûts, je vais m'arrêter là, mais ils sont de deux natures, je l'ai un petit peu dit. Il y a des coûts directs, en effet, pour la société, en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé. Et puis, il y a des coûts indirects qui sont supportés par la société et parce qu'il y a des victimes qui ont des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens. Et donc, tout ça, effectivement, c'est un immense gâchis chaque année, voilà, que nous dépensons. Alors, je pense qu'on va en parler. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut imaginer un jour cesser de payer ces coûts? Mais je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Christelle. Ah oui, ça va. Oui, alors évidemment, moi je parle d'un autre endroit. Je vais décaler un peu le propos parce que pour tout dire, je n'ai aucune expertise d'aucune sorte sur les politiques publiques.
Et je le précise immédiatement, et je crois que c'est vraiment important précisément de dire ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. C'est une chose que, de manière générale, les hommes font rarement. Et donc, je crois que c'est bien de poser ça dès le départ. Donc, en fait, moi le cœur du livre, en fait, c'est le sentiment, c'est en même temps un sentiment et un désir qu'il faut totalement changer de paradigme. C'est-à-dire que, et c'est très très bien exemplifié dans le livre de Lucile, qui traite essentiellement de la France, même s'il y a des prolongements sur plusieurs situations qu'on pourra évoquer dans le monde. Mais ce constat fait à partir des chiffres français, dont d'ailleurs on s'étonne. On pourrait d'ailleurs peut-être envoyer ton livre à l'ensemble du gouvernement français. Je l'ai fait quand il est sorti. Ah oui, ah bah, ça n'a pas eu une répercussion délirante, parce que 95 milliards. C'est en cours. 95 milliards d'euros d'économie, si je ne m'abuse, ça permettrait de financer le système des retraites, n'est-ce pas? Et d'éviter une nouvelle révolution française. Mais enfin, c'est un autre débat. Je ne sais pas si d'ailleurs il faut éviter les révolutions. Enfin oui, il faut les éviter, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'elles sont globalement, le moteur des révolutions, c'est la masculinité hégémonique. Donc en fait, ça ne fait pas du tout avancer notre problème. Mais voilà, donc l'idée, c'est de changer de paradigme. De changer de paradigme parce qu'en regardant en fait la situation des violences faites aux femmes de la préhistoire à nos jours, et en la regardant sur 5 continents, on prend conscience de l'ampleur du désastre. Et c'est pour moi, ça a été pour moi d'abord un étonnement. Pourquoi ça a été un étonnement? Parce que je suis féministe depuis toujours, je le dis souvent, mais c'est vraiment essentiel en fait dans la construction de la personne que je suis, le féminisme. Et bien que je sois féministe de manière revendiquée depuis l'âge de 14 ans et probablement bien avant, en ayant lu des milliards de livres sur cette question, en ayant moi-même participé à de nombreux combats en France, en particulier dans les années 90, le combat qui visait à lutter contre les commandos anti-IVG, qui était extrêmement violent à ce moment-là, ce qui nous a permis quand même de sauver l'interruption volontaire de grossesse en France et de permettre qu'elle soit peut-être constitutionnalisée aujourd'hui. J'avais pas, malgré tout cela, pris conscience de l'ampleur du désastre. Et en prenant conscience de l'ampleur du désastre, c'est-à-dire en regardant d'une manière extrêmement attentive, aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue anthropologique, de quoi il est question quand on parle de violences faites aux femmes, et en élaborant donc un autre outil permettant en fait la compréhension d'abord, l'analyse ensuite de ce processus, donc à travers ce fameux continuum féminicidaire, qui est en fait un outil très utile pour comprendre cela, parce que le continuum féminicidaire permet d'éclairer toutes les violences qui sont faites aux femmes, de la naissance à la mort, dans tous les domaines de la vie. Parce que, en fait, ce que tu montres très bien, Lucile, mais ce que montrent aussi de très nombreuses études savantes ou moins savantes dans le monde, c'est que les violences faites aux femmes sont constantes, en réalité. Elles sont constantes, elles sont de plusieurs natures. Il y a des micro-violences, des macro-violences, des violences visibles, des violences invisibles, des violences incorporées, des violences qui conduisent à des résistances. Mais quand on les met les unes à la suite des autres, on est juste sidéré en fait de la situation que nous vivons individuellement et collectivement. Et on n'a pas d'outils, on n'avait pas d'outils jusque-là pour percevoir cela. Quand je dis de la naissance à la mort et dans tous les domaines de la vie, je veux dire qu'il y a des violences évidentes pour toutes les femmes, parce que malheureusement, nous les expérimentons très souvent. Prenons par exemple le harcèlement de rue, qui je crois est une expérience extrêmement commune de très nombreuses femmes, pour ne pas dire de toutes les femmes dans le monde, sauf celles bien sûr qui n'ont pas le droit d'être dans la rue. En conséquence de quoi, on les prive bien sûr d'accéder à l'espace public, et parce qu'on les prive d'accéder à l'espace public, évidemment, elles ne subissent pas, elles ne sont pas victimes de violences de rue. Donc ça, c'est des violences qui sont évidentes,
parce que nous les vivons quotidiennement. Et ces micro-agressions, qui peuvent parfois se transformer en macro-agressions, font partie du quotidien vraiment des vies des femmes. Mais on a aussi des violences extrêmement diversifiées, polymorphes, etc. Et parmi ces violences peut-être les moins connues, tu as commencé, Myriam, par parler de la question de la langue, qui n'est pas du tout anecdotique, bien évidemment. Mais il y a aussi tout ce qu'on pourrait appeler les violences épistémiques. Et une chose auquel je suis très, très, très attachée, parce que je suis aussi historienne, il y a le dossier, bien évidemment, très important de ce que j'appelle, avec d'autres, le féminicide historiographique. C'est-à-dire comment est-ce que les femmes ont été néantisées, et j'emploie le terme néantisées à dessein, dans leur propre histoire et dans l'histoire globale et commune de l'humanité. Ça commence d'ailleurs très tôt, comme je le montre dans la première mise en perspective du livre qui traite de la préhistoire, par le fait, par exemple, que l'évolution humaine est toujours pensée et montrée au masculin, de Australopithèque jusqu'à Homo sapiens sapiens, pendant très longtemps et encore aujourd'hui dans de très nombreuses écoles, on nous parle de l'évolution humaine au masculin. Nous n'existons pas. Et évidemment, cette non-existence qui touche encore une fois des domaines très importants est extrêmement problématique. De la naissance à la mort, mais aussi parfois même avant la naissance. Et j'entends là évidemment parler d'un problème extrêmement urgent parmi tous les problèmes qui le sont, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les féticides de masse et les infanticides de masse qui touchent en particulier le continent asiatique. Pour mémoire, comme le précise très bien Geeta Aravamudan, qui est la journaliste indienne qui, en Inde, dans les années 70, prend conscience du problème et essaie de sensibiliser les autorités indiennes sur cette question. Mais sur le continent asiatique en entier, donc depuis les années 60, 200 millions de filles ne sont pas nées. 200 millions. Et j'entends par là, évidemment, faire comprendre, quand je dis l'ampleur du désastre est là, car quelle catégorie de la population humaine pourrait tolérer ce genre de choses? C'est absolument invraisemblable. Et je trouve que les femmes, globalement, du fait de leur éducation, on pourra en parler, de leur socialisation, ont assez peu riposté, finalement, dans l'histoire, au regard des violences qui leur ont été faites. Et pourquoi est-ce que c'est fondamental ce que je viens de dire? Parce que pour la première fois dans l'histoire mondiale de notre humanité commune, la démographie planétaire est en train de basculer. Ça veut dire que, de manière générale, nous le savons, il naît plus de garçons que de filles. En gros, les statistiques mondiaux établissent la naissance de entre 105 et 106 garçons pour 100 filles. C'est une constante de l'histoire parce que, à cause de ce que nous raconte précisément Lucile, les hommes meurent beaucoup parce qu'ils sont dans des prises de risques constantes. Ce qui fait que l'équilibre démographique se fait en gros, en particulier en Europe, autour de 26 ans. Et puis, la pyramide des âges se rééquilibre parce que, pour les catégories les plus âgées des populations européennes, les femmes sont plus nombreuses. Mais avec ce que je viens de dire en ce qui concerne le continent asiatique, eh bien, nous voyons en fait qu'il y a un déséquilibre structurel qui fait que de moins en moins de filles naissent. Et que évidemment, ça, c'est un problème très important auquel les politiques publiques doivent évidemment trouver une solution radicale. Parce que, encore une fois, nous ne parlons pas de 10 personnes dans un pays comme la France ou la Belgique. Nous parlons là de centaines de milliers de filles qui ne naissent pas tous les ans parce qu'elles sont des filles. Parce qu'elles sont des filles. Parce qu'elles vivent, ou plus exactement ne vivent pas, dans des sociétés patriarcales qui ont érigé la misogynie, la haine des femmes et le racisme anti-femmes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, en système. Donc il y a le feu à la maison, oserais-je dire, et comme vous le savez, on n'éteint pas un incendie avec un verre d'eau. Donc il faut quand même prendre conscience à l'échelle planétaire des logiques qui sont en cours.
et que chacun, bien sûr, doit assumer dans son propre pays. Bien sûr, on ne peut pas gérer cela d'un point de vue planétaire, mais en tout cas, dans nos pays, nous devons être très attentifs à cela, d'autant que, par ailleurs, nous savons que, pour une raison encore inexpliquée et inexplicable, les fœtus féminins, et c'est valable, ça touche l'ensemble des pays européens, mais pas seulement, sont de plus en plus fragiles. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les scientifiques n'arrivent pas encore à expliquer, mais les filles naissent moins, y compris chez nous. Quand on regarde les pyramides d'âge, c'est très sensible, en fait. Donc voilà, l'humanité avait fait les choses d'une certaine manière correctement. Il naissait toujours à peu près autant de filles que de garçons. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que dans le monde entier, des politiques misogynes sont mis en place pour éradiquer les filles à la naissance, les domestiquer quand elles sont vivantes. Et bien sûr que nous devons regarder cela en face et agir au maximum dans tous les domaines pour que cela change. C'est pourquoi je parle de changement de paradigme total. Et l'une des pistes, c'est précisément celle que Lucille nous propose, mais Sarah aussi. D'ailleurs, je lui donne tout de suite la parole. Je trouve que c'est hyper intéressant, surtout quand tu parles de féminicide. Attends, je vais reprendre tes mots parce que je l'aime beaucoup, féminicide historiographique. Je travaille beaucoup sur les violences sexuelles, notamment sur l'inceste. Et avec l'Université des femmes et SOS Inceste, on a passé 3 ans à analyser, réfléchir à la façon dont l'inceste, comment politiser la question de l'inceste en Belgique. Et on en a sorti un cahier de recommandations qui est disponible en ligne et que je vous invite vraiment à lire parce que c'est hyper important. Et c'est une fois qu'on a publié le livre qu'on a découvert l'existence, enfin en tout cas que moi, j'ai découvert l'existence du tribunal international des femmes qui s'est tenu en 76, en 76 donc, et où des féministes bien avant nous avaient déjà exactement dit tout ce qu'on avait dit. C'est-à-dire qu'on met à jour la date des lois qu'on a mentionnées, mais sinon 100% de toutes nos revendications avaient déjà été formulées 50 ans avant nous. Et vous imaginez, si on avait passé 3 ans à analyser leurs revendications, à quel point on aurait été beaucoup plus loin qu'en repartant de zéro, en ayant l'impression de faire un truc qui n'avait jamais été fait avant. Et ça a ça comme conséquence, c'est que dans le mouvement féministe, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de repartir de la base, qu'on repart systématiquement du tout début, et que du coup, on n'arrive pas à aller suffisamment loin dans la mise en œuvre de ce qu'on voudrait, parce que encore et encore, on découvre notre propre histoire, et ça a des conséquences très concrètes. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'aspect coût de la virilité ? Je peux aussi embrayer sur les politiques, c'est comme tu avais prévu. Eh ben, c'est une bonne idée, je trouve. Du coup, je me permets de tutoyer à peu près tout le monde. C'est très, très bien. Donc, tu as fait de la lutte contre les violences de genre. Un de tes combats principaux, d'abord en tant que députée, maintenant en tant que secrétaire à l'égalité. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer les principaux projets sur lesquels tu travailles actuellement et sur lesquels tu as déjà travaillé depuis le début de ta législature ? Merci. Mais donc, aujourd'hui, ça va ? Il ne fonctionne pas ? Si. Dans le gouvernement fédéral belge, on a pour la première fois un gouvernement fédéral qui est paritaire et qui comprend un secrétariat d'État uniquement dédié aux questions d'égalité des genres et des chances. Donc, c'est le poste que j'occupe actuellement. C'est important, pourquoi ? Parce que d'une part, ça dégage des moyens humains pour travailler et mettre à l'agenda toutes les questions qui ont trait à l'égalité et pour aussi mener des politiques qui sont transversales au niveau du gouvernement. Et donc, en fait, ma manière de travailler, elle peut se décliner en 3 grands axes. Il y a d'une part les politiques transversales. Et donc, il y a un certain nombre de plans, de stratégies qui sont déployés et qui incluent presque l'ensemble des membres du gouvernement fédéral, voire parfois de tous les gouvernements de Belgique, pour mettre en place des politiques qui sont intégrées et donc intelligentes et qui permettent en fait de répondre à un problème. En ce qui concerne les violences, eh bien, nous avons en Belgique un grand plan national de lutte contre les violences de genre qui est pour la première fois aligné avec la Convention d'Istanbul. Donc, c'est cette convention du Conseil de l'Europe pour l'éradication des violences faites aux femmes et qui, pour la première fois aussi,
ça intègre le continuum des violences dans son approche. Et donc, on a réussi à y intégrer à la fois la question des violences économiques, des violences en ligne, et puis alors évidemment les violences sexuelles, les violences intrafamiliales ou les violences qui peuvent se dérouler dans l'espace public. Donc, on a vraiment intégré toutes les formes de violence, et on a aussi des politiques qui s'articulent entre les différents gouvernements, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Ce qui est important aussi, c'est que à travers cette stratégie, on a mis en place un processus de monitoring qui inclut la société civile à toutes les étapes et une redevabilité de la part des autres membres du gouvernement en termes de mise en œuvre de leurs engagements, mais aussi en termes de moyens qui sont débloqués. Parce qu'en fait, moi, je cherche à dépenser plus d'argent, contrairement... Pour faire des économies, exactement. Donc ça fait d'ailleurs partie de mes arguments pour aller en conclave budgétaire, c'est de dire que c'est un investissement qui rapporte de lutter pour l'égalité et contre les violences. Et donc je ne manquerai pas d'offrir ton livre au Premier ministre. Le conclave budgétaire commençant très prochainement. J'espère que ça attirera toute son attention parce que c'est un Premier ministre qui se déclare féministe en Belgique. Je peux lui demander de rencontrer Emmanuel Macron si vous le souhaitez. Mais donc, c'est peut-être pas forcément notre féminisme, mais je peux quand même dire que c'est une aide d'avoir quelqu'un qui, en tout cas, a une certaine sensibilité sur les questions de droits des femmes et de violence. On ne part pas de rien. Avec le précédent gouvernement, j'étais parlementaire de l'opposition. J'étais face à un mur où on me répondait simplement, quand j'interrogeais sur l'augmentation des violences, par exemple en période Covid, eh bien, on me disait, soit on balayait du revers de la main, soit on m'expliquait que l'égalité était en train de progresser et qu'il suffisait de patienter, Madame Schlitz, pour que ça arrive. Et ça, je trouve que ça rejoint pas mal ce que tu évoquais sur le fait qu'on ne connaît pas suffisamment notre histoire en tant que féministe. Et donc, ça nous déforce, parce que ce n'est pas uniquement la question de rendre hommage à toutes ces figures qui se sont battues pour les droits que nous avons aujourd'hui, même si c'est important de le faire. C'est aussi un levier pour avoir conscience du fait que nos droits ne sont pas immuables, qu'ils ont été acquis grâce à des luttes, grâce à des personnes qui se sont organisées. Ce n'est pas simplement des hommes politiques qui sont levés en matin en se disant « Ah tiens, je vais faire ça pour elle ». Non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et aussi pour dire qu'il y a eu des avancées et aussi des reculs. Et donc, c'est important de se rendre compte que non, l'égalité n'est pas une sorte de faux plat vers lequel nous sommes en train d'avancer tranquillement. C'est important d'avoir conscience donc, de ces rapports de force et aussi de connaître les stratégies qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné pour pouvoir continuer à acquérir des droits. Et donc, c'est précisément pour ça que, dans le cadre de mes politiques, je finance aussi beaucoup de travail d'études et de mémoire sur les différentes luttes, que ce soit l'histoire des femmes lesbiennes en Belgique ou encore sur les droits des femmes. Je me suis un peu égarée. Donc, je disais les grandes stratégies, donc les grands plans. Et donc, il y a un engagement dans le cadre du plan d'action nationale contre les violences de genre d'identifier les budgets qui sont alloués à la lutte contre les violences de genre. Et c'est vrai que c'est une revendication des mouvements féministes de savoir combien on met en fait pour lutter contre ces violences. On nous sort souvent les chiffres de l'Espagne et d'autres pays. Je pense que c'est important que la Belgique le fasse aussi. Donc, à ce stade, nous, on a dégagé 2,5 millions d'euros annuels pour ce qui concerne uniquement mes politiques, donc pour les engagements de l'égalité des chances et des genres. En plus de cela, il y a 24 millions qui sont dégagés chaque année pour les centres de prise en charge des violences sexuelles. On est encore en train d'augmenter ces budgets parce qu'on est encore en train d'ouvrir de nouveaux centres. Et puis, on a les chiffres qui sont en train d'arriver. On n'a pas encore tout le tableau, mais donc ça va arriver dans les prochains mois. Par exemple, au niveau de la santé, ils ont débloqué 1 million d'euros pour des formations pour les professionnels chaque année, donc pour aider à la détection précoce des situations de violence dans le milieu de la santé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est transversal. Alors d'autre part, il y a les politiques, mes propres politiques que je mène, et donc notamment mon projet de loi pour l'éradication des féminicides, qui en gros comporte 3 grands volets. D'une part, la collecte des statistiques. Donc ça, c'est une revendication de la société civile de longue date qui, encore aujourd'hui, ce sont les associations, les militantes qui, bénévolement, relèvent les cas de féminicide et donc peuvent nous dire que, par exemple, en 2022, il y a eu au moins 24 féminicides. Et donc ça, nous nous sommes engagés dans le cadre du plan d'action nationale à reprendre à notre charge ce décompte. Pour ça, il fallait définir ce qu'était un féminicide. Et donc, le deuxième volet de la loi concerne des définitions. Et donc, on a été assez loin dans la définition des féminicides.
on a retenu 4 définitions principales, donc, qui sont le féminicide direct, donc c'est le féminicide classique auquel on pense directement, donc commis par un partenaire ou un ex-partenaire, mais aussi les féminicides qui sont commis par un membre de la famille, donc les prétendus crimes d'honneur, qui en fait sont des meurtres de genre, et donc commis par un frère, un père, même un cousin. Donc on a été assez loin dans le nombre de degrés pour que ça soit déclaré comme étant un féminicide. Des féminicides indirects, donc ça peut être les féminicides non intimes d'abord. Donc c'est par exemple le meurtre d'une femme dans le cadre de la prostitution. Les féminicides indirects, et donc ça, ce sont les féminicides qui relèvent d'une conséquence de pratiques préjudiciables qui sont effectuées contre les femmes uniquement. Donc par exemple, une femme qui décéderait des suites d'une mutilation génitale féminine serait considérée comme un féminicide. Et enfin, les homicides fondés sur le genre. Alors ça, c'était vraiment fort important pour les partenaires de majorité qu'on puisse dire que les hommes aussi pouvaient être victimes de meurtres fondés sur le genre. Nous, on y a vu une opportunité pour pouvoir faire rentrer dans les statistiques tous les meurtres qui seraient commis sur base, par exemple, de l'expression de genre, ou bien qui seraient commis contre un homme transgenre, qui serait commis en raison de son genre. Et donc, on a ces catégories-là. L'idée est d'avoir des statistiques par catégorie, et donc d'aller aussi le plus loin possible dans l'affinage des statistiques. Le troisième volet, c'est le plus important, c'est celui qui concerne la protection effective des victimes, où on renforce véritablement notre arsenal en matière de lutte contre les féminicides et donc de protection des victimes d'une tentative de féminicide. Ça passe par un outil d'évaluation des risques, donc ça veut dire que systématiquement, il devra y avoir une évaluation du niveau de dangerosité auquel la victime est exposée. Et en fonction de cela, le magistrat de référence devra déployer les mesures de protection adéquates à la situation de la victime. Donc, on pense par exemple aux mesures d'éloignement de l'auteur du domicile. Ça peut aussi être des mesures d'interdiction de lieu, des interdictions de contact. Par exemple, les ex-partenaires violents qui attendent à la sortie des écoles, c'est des cas qui se présentent souvent. Eh bien, on pourrait interdire que l'ex-conjoint se présente à la sortie de l'école ou bien au domicile, évidemment, familial. On est aussi pour le moment en train de déployer sur l'ensemble du territoire une alarme anti-rapprochement. Et donc, c'est en fait une application sur laquelle la victime pourra appuyer lorsque le partenaire ou l'ex-partenaire se présente et qu'elle se sent en danger. Donc, elle peut appeler la police et cet appel remonte dans la priorité de la ligne d'écoute, de la ligne d'appel d'urgence. Et donc, on a, d'après les projets pilotes, une intervention qui intervient dans les 10 minutes. Et donc, ça a déjà permis de sauver plusieurs vies. On aura un déploiement national d'ici juin. Voilà, donc il y a encore des tas d'autres choses qui sont contenues dans cette loi, comme par exemple davantage renforcer les droits de la victime à avoir accès à un local qui garantit suffisamment d'intimité que pour que la déposition se passe dans les conditions les plus respectueuses de la victime possible, ou encore évidemment des engagements de formation de différents professionnels pour qu'ils soient les plus aptes à enregistrer la plainte ou à prendre en charge la victime. Voilà. Et puis alors, je disais, on a aussi des dispositifs qui ne se relèvent pas des projets de loi, mais qui sont des outils qui sont à notre disposition pour éradiquer pour soit de prévenir les violences, soit de prendre en charge les victimes. J'ai parlé des fameux centres de prise en charge des violences sexuelles. Nous sommes en train de déployer un réseau de 10 centres. Le 8e a ouvert il y a 3 semaines à Kienk. Le prochain ouvrira à Namur dans 3 semaines. Et puis alors, ça sera le centre d'Arlon qui ouvrira ici d'ici la fin de l'année. Donc, ce sont des centres pluridisciplinaires dans lesquels les victimes peuvent recevoir un accompagnement holistique qui est vraiment centré sur les besoins. Donc, c'est radicalement différent des centres, des prises en charge classiques, on va dire, où une victime est trimballée d'un service à l'autre, doit à chaque fois répéter son histoire à du personnel qui n'est pas formé, et donc où on a en fait affaire à des victimisations secondaires où la victime est de nouveau victime en raison du système qui la prend en charge. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Je fais encore beaucoup d'autres choses, mais donc je pense que c'était les 3 gros volets, avec aussi pas mal d'études qui sont commandées pour appuyer nos politiques, puis le financement de l'associatif en matière de lutte contre les violences pour toujours travailler avec les personnes qui sont les plus adaptées aux enjeux et au plus proche du terrain. Merci beaucoup. Dans l'ordre de mes questions, je l'avais mis en dernier, mais quand même, j'ai envie de la mettre en 3e, du coup. Dorothée Ducy, dans son ouvrage « Le berceau des dominations », elle estime que pour elle, le berceau de toutes les formes de domination, ce sont celles qui sont commises sur les enfants.
Et du coup, ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre avis à toutes les trois sur cette question. Je sais que pour beaucoup de féministes, le berceau des dominations, ce sont celles faites contre les femmes. Est-ce que les deux causes se rencontrent ou pas? Est-ce que vous avez une opinion sur le sujet ou pas? Alors oui, évidemment, j'ai une opinion sur le sujet. En fait, les violences faites aux enfants des deux sexes sont dans l'équivalence totale avec les violences faites aux femmes, puisque jusqu'à un moment précis où le petit garçon va quitter le monde féminin pour aller vers le monde des hommes, il est dans le monde des femmes et il est considéré en fait évidemment faisant corps avec celle-ci dans tous les sens du terme. Alors, en fait, moi, je crois, et je pense qu'on documente de manière extrêmement puissante dans ce livre, que la première violence qui a été faite à l'humanité, et sans aucun doute, en fait, j'en ai aucun doute là-dessus, les violences faites aux femmes, parce que les violences faites aux femmes sont probablement le système le plus archaïque qui a été mis en place dans l'histoire de l'humanité, et ça remonte très loin, en fait. Au néolithique certainement, donc le néolithique c'est 10 000 ans avant notre ère, mais en fait probablement avant. Quand je dis archaïque, je ne mets aucun sentiment politique là-dedans, c'est juste, j'entends par archaïque une structure élémentaire en fait, une structure organique des sociétés. Et comme le montre très bien Claudine Cohen dans le livre, qui est une grande préhistorienne française, ce système archaïque dirigé contre les femmes est très ancien, ce qui fait dire aussi à un certain nombre de spécialistes comme moi que probablement les femmes constituent la première colonie de l'histoire de l'humanité. En tout cas, la première colonie de peuplement, c'est évident, puisque dans de très nombreuses sociétés, à de très nombreux moments de l'histoire, en fait, l'accaparement du ventre des femmes, dans le souci de croître et multiplier, est parfaitement documenté. Lorsqu'il y a, par exemple, un conflit entre deux groupes d'hommes, eh bien, le groupe victorieux va en général éradiquer totalement la population masculine du groupe vaincu et va s'accaparer immédiatement les femmes et les enfants des deux sexes. Et donc, on voit bien qu'il y a communauté de destin, en fait. Donc, je ne crois pas que c'est opposer les choses. Je pense que les choses sont en fait liées, effectivement, et il y en a des milliards d'exemples dans Féminicide, une histoire mondiale, et que, comme le dit très bien Rita Laura Segato, qui est une des plus grandes, qui est une anthropologue, mais qui est aussi une des plus grandes voix du monde majoritaire, qui est née et qui vit en Argentine, elle rappelle en fait que cette matrice archaïque a été au cœur de la construction, puis de la complexification de presque toutes les sociétés humaines à l'échelle globale. Et donc là, vraiment, maintenant, nous pouvons documenter cela de manière extrêmement précise, parce qu'il se trouve que depuis les années 70, on a beaucoup travaillé dans tous les domaines des sciences humaines. Ça va de l'archéologie en passant par l'anthropologie, de l'histoire à la philosophie, de la paléontologie, enfin bref, vous avez compris, je ne vais pas multiplier à l'excès les disciplines. Et donc maintenant, nous sommes capables en fait de documenter cela de manière extrêmement solide. Et encore une fois, comme je l'ai dit, les enfants sont dans la communauté de destin, sont dans une communauté de destin avec les femmes. Dans tous les processus, y compris les processus de mort de masse, par exemple dans les génocides. Si on prend au sein de la Shoah le judéocide, au premier triage, quand on arrive au port de Auschwitz, on sépare les hommes et les femmes de manière évidente, et les femmes ont un taux de survie immédiate extrêmement faible. Pourquoi ? Parce que avec les femmes, il y a les enfants, en particulier les enfants en bas âge. Or, les enfants en bas âge ne rentrent pas dans les camps d'extermination.
Et donc, nécessairement, il y a là une dimension genrée des génocides, disons, qui a été peu pris en compte et qui pourtant est fondamentale. Donc cette communauté de destin, elle est évidente, et les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants des deux sexes, mais je tiens à souligner quand même que même dans les violences faites aux enfants des deux sexes, il n'y a pas de symétrie, parce que les chiffres concernant les violences faites aux petites filles sont extrêmement importants. Dans les cas d'inceste, de pédocriminalité, etc., ce sont largement les petites filles, encore aujourd'hui, un peu partout dans le monde, qui sont victimes, par exemple, d'inceste et de pédocriminalité, de traite des êtres humains, de mariage précoce, de mariage forcé, de mutilation sexuelle, etc., etc. Mutilation sexuelle dans le monde, 200 millions de filles, hein, encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les échelles, en fait. 200 millions de petites filles qui subissent des mutilations sexuelles dans le monde. Donc voilà, encore une fois, on est dans des chiffres qui sont juste sidérants. Et c'est-à-dire que quand on les met les uns à la suite des autres, c'est comme avec le coup de la virilité. On met des points d'exclamation tout le temps en se disant « mais c'est possible ça ? Non mais c'est pas possible, j'y crois pas ». Et en fait, si, c'est possible, évidemment. Moi, je voudrais juste ajouter un point sur le profil des auteurs des violences faites aux enfants. On parlait de violences sexuelles, 90% des auteurs sont des hommes. Et souvent, moi, je m'entends dire, oui, mais ce sont les mères qui tuent les enfants. Alors, les études les plus complètes que nous avons indiquent qu'on est à 50-50, femmes et hommes. Et par exemple, si on prend que les bébés secoués, c'est 70% des pères qui secouent les bébés. Et attention aux biais statistiques, parce que là, si on prend tous les types de violences, on est à 50-50, oui, mais les pères s'en occupent 2 fois moins. Donc si les pères s'occupaient autant des enfants que des mères, il y aurait plus... Voilà, c'est ça. Juste dire qu'on a, dans le cadre de la loi féminicide, fait accepter que les enfants témoins de violences ou qui sont exposés aux violences dans le cadre intrafamilial, mais ça peut aussi être dans d'autres contextes, pour autant qu'il existe un lien entre l'adulte victime et l'enfant. Hein. Ça ne peut pas être un acte de violence qui se passe devant un enfant mais qui ne les connaît pas, donc ça ne rentre pas dans le champ. Et donc ils sont reconnus comme victimes à part entière en étant exposés à ces violences. Voilà. Et effectivement, ça, c'est un combat féministe qu'on mène depuis longtemps, hein, parce que on entend encore bien trop souvent dans les cours et tribunaux, et ça n'a malheureusement pas encore changé, qu'un mauvais mari peut être un bon papa. Quand on se croit le droit de taper sa femme, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'on ne se croit pas le droit de taper ses enfants. Et même si on ne les tape pas, quel effet ça peut avoir sur un enfant de voir sa mère humiliée, frappée, niée dans son droit à être un individu pensant et agissant? Comment est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que ça n'a pas de répercussion d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal, souvent en mal bien sûr, sur la destinée de l'enfant en question? C'est totalement farfelu en réalité. Et par ailleurs, le maintien de l'autorité parentale, qui est une vraie question, et qui est une question, là encore, qui doit faire l'objet d'une attention des femmes et des hommes politiques, parce que nous pouvons alerter sur les dégâts de cela, mais nous ne votons pas les lois, bien évidemment, nous ne les proposons pas et nous ne les votons pas. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que, alors en France est en train d'être modifié, il y a un certain nombre de choses qui ont avancé, fort heureusement, mais jusqu'à une date récente, imaginons qu'un homme tue et surtue, parce que la particularité du féminicide, et j'attire l'attention là-dessus sur le fait que c'est un crime sexospécifique exceptionnel, parce qu'on ne se contente pas de tuer les femmes. Il ne s'agit pas seulement de les égorger ou de les flinguer, parce que souvent on dit que les hommes tuent avec les coups, mais non en réalité.
ils utilisent essentiellement des armes blanches et des armes, voilà, des pistolets, etc. Et on se demande même d'ailleurs où est-ce qu'on peut trouver cela. J'ignore totalement comment est-ce qu'on peut faire une chose comme cela. Mais imaginons que... Donc, il y a la question du meurtre et il y a la question du surmeurtre. Et c'est tout à fait essentiel parce que dans la grande majorité des cas de féminicide, la femme n'est pas seulement tuée, mais surtuée. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'elle est victime, avant la mort ou après la mort, de toute une série d'actes visant non pas seulement à s'attaquer à son corps physique, mais à s'attaquer à elle en tant qu'identité. Et même peut-être en tant que peuple des femmes. Et qu'est-ce que sont ces attaques? Ce sont des violences sexuelles, bien sûr, des mutilations sexuelles, des démembrements. On a une affaire épouvantable là récente en France d'une femme à Montreuil qui a été étranglée sur la table de la cuisine de l'appartement familial et découpée en morceaux, les morceaux étant répandus dans le parc des Buttes-Chaumont, par exemple. Donc des démembrements et puis des profanations de corps vivants ou morts. Et cette qualification du surmeurtre, elle est très importante pour comprendre la nature de l'attaque et à qualifier évidemment la spécificité du crime. Et je crois que ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte de manière très importante parce que le surmeurtre participe largement de la qualification du crime. Et donc, si on veut évidemment agir durablement là-dessus, c'est-à-dire éradiquer les féminicides, il faut comprendre en fait que les féminicides sont la partie immergée d'un iceberg misogyne, lui-même qui éclaire un système d'écrasement des femmes qui est tellement ancien, tellement incorporé que jusqu'à une date récente, il était juste indiscuté, et non seulement indiscuté, mais indiscutable. Voilà, donc c'est à ça évidemment que l'on s'attaque, ce qui veut dire que lorsqu'on doit agir sur cette question, on doit en même temps gérer l'urgence à court terme et en même temps préparer l'avenir à long terme. Et que ce sont deux projets qui doivent être corrélés, bien sûr, mais qui ne peuvent pas vivre dans la même temporalité. Et bien sûr que, par exemple, la loi Stop Féminicide ici en Belgique est absolument fondamentale. Et le fait d'avoir pris une définition extravertie du féminicide est essentiel parce qu'il y a un intérêt politique à maintenir le comptage de manière minimaliste. Évidemment. Donc, parce que ça nous permet de dire, finalement, c'est des actes isolés, que parfois on culturalise, souvent on culturalise en disant bon, c'est pas tous les hommes qui font ça, c'est des catégories d'hommes en particulier. On voit très bien de quelle catégorie d'hommes il s'agit immédiatement. Donc il y a une culturalisation, on va entrer dans le registre de la psychiatrie, on va dire c'est des fous, c'est des pervers, c'est des monstres. Ben non, en fait. Les études montrent que non, précisément. Et donc, et on le sait, et d'ailleurs je crois que dans ton livre tu le dis, puisqu'il y a même souvent préméditation. Hein, donc c'est pas un acte spontané. Un féminicide n'est jamais un acte spontané. Ça s'inscrit toujours dans une longue généalogie de violences, pas toujours connectées entre elles d'ailleurs. Donc, évidemment que la définition extravertie est très importante. Mais en même temps, comme je le disais, la nécessité de changer de paradigme, elle est essentielle. Et donc, elle doit se faire aussi individuellement et collectivement. C'est-à-dire qu'on peut pas, que la réponse de la société à ça, ça peut pas toujours être, c'est les politiques publiques qui doivent régler le problème. Non, c'est nous collectivement. Nous ne faisons pas société, en fait. En fait, les féminicides montrent que nous ne faisons pas société. C'est pas possible de faire société quand 50% de la population agresse, viole, tue 50% de l'autre partie de la population. Donc on fait pas société. Pour faire société, il faut changer de paradigme. Ça se joue évidemment collectivement.
dans la famille, dans les institutions de socialisation, dans les structures de l'État, mais ça se joue aussi individuellement. Chacun d'entre nous doit prendre conscience de ce qui est possible d'être fait à son niveau. Et je le dis très simplement parce que, en même temps, on a un discours dans l'opinion publique qui se scandalise des féminicides, et en même temps, on a une incapacité à faire progresser dans toutes les instances de socialisation un projet d'égalité, y compris nous, individuellement, les familles dans l'éducation nationale française. Dès qu'on veut mettre en place des politiques d'égalité, on a les associations de parents qui hurlent, etc. Donc on ne peut pas en même temps dire il faut que les féminicides s'arrêtent et en même temps ne rien mettre en place individuellement et collectivement. Et ça veut dire que nous devons faire un effort très profond sur nous-mêmes parce que nous avons été domestiqués à cela. Mais on ne pourra pas seulement dire à Sarah Schlitz, fais passer une loi stop féminicide, parce que même si elle arrive à le faire, et franchement, on est hyper content que ça arrive, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Donc, c'est un peu le piège quand la population ou les associations voient qu'il y a enfin quelqu'un qui a compris et fait des choses, alors on se tourne tout le temps vers nous pour obtenir des solutions, quoi. Donc, par exemple, la question des violences sexuelles sur les campus et dans le milieu de la nuit, voilà, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec Balance ton bar, Balance ton folklore. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai les autorités universitaires qui se tournent vers moi en disant on voudrait discuter de créer un centre pour prendre en charge les violences sexuelles. Alors, je veux dire, on a déjà un centre ici à Bruxelles, d'une part, et d'autre part, ce dont nous avons besoin, c'est des politiques de prévention, de sensibilisation de la population universitaire au sujet pour prévenir les violences, plutôt que de se dire qu'on va investir. Donc là, on est déjà à 24 millions. Est-ce qu'on va encore continuer dans cette fuite en avant pour prendre en charge toutes ces victimes sans mettre 1 euro de l'autre côté pour la prévention et la sensibilisation, quoi. Enfin, donc ça, c'est vraiment un truc auquel on est confronté très, très, très souvent, quoi. Mais Lucille, il y a une partie dans ton livre qui est hyper intéressante sur la question de l'éducation des garçons, y compris à l'intérieur de la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait, tous. Et donc, du coup, je me permets de te poser la question parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant dans ton livre. Oui, moi, c'est vrai que je m'intéresse aux hommes et depuis tout à l'heure, je dis qu'ils sont auteurs, mais c'est pas gratuit, c'est pas pour dire, voilà, pour accabler les hommes, c'est pour comprendre d'où est-ce que ça vient, pourquoi les hommes sont surreprésentés dans cette violence, dans cette criminalité. Et effectivement, je pense qu'il faut, dépasser certains points d'aveuglement, par exemple dans les politiques publiques, par exemple pour la sécurité routière. Très longtemps en France, on a fait des politiques publiques qui visaient les jeunes, mais sans dire « Ah bah oui, mais 90% des jeunes responsables des accidents mortels sur la route sont des hommes ». Ça y est, aujourd'hui, ça commence à bouger en France. Et prendre en compte ce critère du sexe, c'est pouvoir viser véritablement les origines. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a quelque chose, et c'est la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans la physiologie, dans la biologie des hommes qui les pousserait à se comporter de cette façon et donc on ne pourrait rien y faire, on est condamné chaque année à dépenser des millions, des milliards, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il y a une éducation qu'on donne aux garçons qui les pousse à se comporter de cette façon? Alors, le simple fait qu'il y ait des hommes qui soient tout à fait pacifiques, qui le restent toute leur vie, et des femmes qui soient capables de violence, indique déjà que, visiblement, il n'y a rien d'une nature qui serait liée à notre sexe. Et puis, il y a beaucoup d'idées reçues. Alors, j'en parle dans mon livre, je les déconstruis parce que c'est vrai que quand on parle de ça, inévitablement, on s'entend dire ah oui mais déjà au paléolithique, alors merci de déjà avoir déconstruit cette idée que voilà les hommes, parce qu'on a dans l'idée que voilà c'était les hommes qui chassaient, qu'ils étaient violents et que les femmes restaient dans les grottes à enfanter. Aujourd'hui on déconstruit toutes ces images qui viennent des historiens du 19e siècle. On sait que les femmes aussi chassaient, qu'elles avaient aussi du pouvoir et qu'effectivement, au néolithique, il y aurait eu une dégradation de leurs conditions de vie avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et ce que nous disent les paléohistoriens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité biologique
ou sociale à la domination masculine, qu'elle serait donc une construction sociale que l'on peut déconstruire. Ce n'est pas non plus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la testostérone, parce que alors là, c'est un argument qui revient sans cesse, cette malheureuse hormone qui a beaucoup de responsabilités, qui porte beaucoup de choses sur ses épaules. Il faut savoir que les femmes aussi produisent de la testostérone à des taux 7 à 10 fois inférieurs à ceux des hommes, donc déjà, ce n'est pas une hormone uniquement masculine, mais on a cette vision d'une hormone très virile, parce que chez les hommes, elle joue un rôle important dans le développement de la musculature, dans le développement des poils, tous ces attributs finalement qu'on considère comme virils. Mais les études sur le sujet, les études récentes, indiquent que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormones augmente. Et ça a été corroboré sur des études qui ont été faites sur les primates, parce que les primates ont les mêmes systèmes hormonaux que nous. Et ce que les chercheurs ont découvert, c'est que par exemple chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dominent et ils ont des niveaux de testostérone élevés, alors que chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent. Et là, les mâles ont des niveaux de testostérone bas. Donc finalement, ce niveau d'hormone, excuse-moi, je perds voilà, il varie en fonction du rôle social dans lequel se trouvent les mâles, et donc il n'est pas à l'origine de la violence. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps aujourd'hui, on peut le dire, à essayer de convaincre les hommes qu'ils sont responsables de leurs actes. Alors quand il y a des postes à responsabilité, ils veulent tous les avoir, mais là ils disent oh non, la violence, c'est non, voilà. Et par exemple dans la justice, quand il y a des hommes qui sont jugés, on ne dit pas oui bon puisque c'est un homme, il a de la testostérone, on va le disculper de fait. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Donc oui. Voilà. Donc tout ça, effectivement, et si on croise les champs disciplinaires, que ce soit la neurobiologie, parce qu'il n'y a rien dans le cerveau non plus, voilà, la paléohistoire, la biologie, eh bien, il est clair qu'il n'y a rien. L'anthropologie aussi, il est clair qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de nature masculine qui pousserait les hommes à se comporter de cette façon. Par contre, effectivement, les sciences de l'éducation, les sciences sociales indiquent bien qu'il y a une acculturation des petits garçons dès les premiers jours de leur vie à avoir des comportements plus asociaux, donc à ne pas respecter les règles, des comportements de dominants et qui passent notamment par cette transmission de la virilité. La virilité, Olivia Gazalet, qui est une philosophe qui est spécialiste du sujet, elle a écrit un livre génial qui s'appelle Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Elle explique que c'est une norme qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un vrai homme. Et la virilité, c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physiques, moraux, et qui s'exprime par de la violence parce que les sociologues nous expliquent que dans la virilité, il y a un recouvrement entre le courage, la force morale, l'absence d'état d'âme et l'exercice du mal. Et donc les garçons, les hommes, pour se conformer à cette norme, eh bien, vont adopter des comportements donc de domination, de haine, de rejet des autres, de non-respect des règles au détriment de l'ensemble de la société, des femmes, mais des hommes eux-mêmes. Les femmes, nous en payons un prix, mais les hommes en payent un prix. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Et voilà, les expériences qui ont été faites montrent qu'on éduque encore aujourd'hui les garçons avec cette notion de virilité, et ça passe par des choses qui ont tout à fait été identifiées, mais c'est vrai qu'on le fait de façon parfois inconsciente parce que nous-mêmes nous avons été éduqués à travers ces schémas et nous les transmettons sans toujours nous en rendre compte. Mais ce que nous montre, alors je peux en citer quelques-unes d'expériences qui ont été faites, c'est que par exemple nous, la famille, l'entourage, quand on a un bébé garçon, donc vraiment dès les premiers jours de sa vie, par exemple, on va avoir des contacts physiques beaucoup plus toniques qu'avec une petite fille. Donc très vite, on va valoriser sa force physique. On va moins verbaliser les sentiments avec les bébés garçons. Par contre, on va valoriser beaucoup plus la colère. Par exemple, lorsqu'on lit une histoire à un petit garçon, eh bien, on surjoue beaucoup plus la colère que lorsqu'on la lit à une petite fille. Également, on est beaucoup plus permissif avec les petits garçons. Les comportements, perturbants sont moins sanctionnés. Et comme ça, on prépare un terrain dès les premiers jours de leur vie aux futures conduites déviantes. Mais c'est pas toujours perçu. On va se dire, après tout, ce sont des enfants, c'est pas si grave.
mais il y a quand même la violence qui s'exprime très rapidement dans les jeux des garçons, hein, les jeux de bagarre, les jeux de bataille, les jeux avec les armes factices. Il faut savoir que dans des catalogues de jeux, dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et d'ailleurs, comment pouvons-nous accepter sans le remettre en question que des jouets puissent avoir la forme d'une arme ? Question. Voilà. Et donc, on s'aperçoit comme ça que tout le long de la vie des garçons, on pourrait parler de l'adolescence, on pourrait parler bien sûr de la culture, dans lesquelles aujourd'hui encore, dans les livres, dans les films, l'immense majorité des héros sont des hommes qui s'adonnent à une violence qui est bien souvent légitimée pour tout simplement sauver le monde. Et c'est vrai que les garçons développent une appétence pour cette violence, une identification bien sûr à ces personnages. Et voilà, on se rend compte que tout au long de la vie des hommes, il y a cette éducation à la virilité qui va les pousser à avoir des comportements de dominants. Et je termine sur l'éducation sur un point qui, moi, me semble central et je pense qu'il est aujourd'hui au cœur de notre discussion, c'est l'apprentissage auprès des garçons du mépris du féminin. C'est-à-dire que très jeunes, on leur apprend à éviter tout ce qui se rapporte au féminin, tout ce qui se rapporte aux femmes. Donc lorsqu'ils sont petits, c'est surtout pas de rose, surtout pas de couette, surtout pas de posture trop efféminée. Quand on les compare aux filles, on leur dit, c'est pour les humilier, on leur dit tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille. Et de ce fait, les garçons, ils intègrent très rapidement que le féminin est méprisable, que les femmes sont inférieures aux hommes. Et lorsque l'on fait ça, il faut que nous ayons bien conscience que nous créons in fine des comportements sexistes et homophobes qui nous amènent donc aux violences dont on parle aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que c'est très long. Mais... Et le corollaire de ça, en fait, c'est dans l'ensemble de notre habitus culturel, la banalisation des violences faites aux femmes dans toutes les instances de médiatisation. Enfin, vous ouvrez un journal, vous regardez un film, vous lisez un livre, vous jouez à un jeu vidéo, vous marchez dans une rue, vous regardez une publicité. Et en fait, la violence dirigée contre les femmes est partout présente, elle est totalement banalisée parce que ce mépris des femmes, cette haine des femmes, en fait, elle a complètement saturé l'ensemble, en fait, de notre monde commun. Et donc, on voit bien, en fait, qu'on a là le parfait cocktail pour des relations humaines délétères, en fait. Délétères qui bien sûr vont impacter très majoritairement les relations entre les femmes et les hommes, mais aussi les relations entre les femmes, puisque historiquement, l'un des dispositifs de pouvoir les plus importants des systèmes patriarcaux, c'est de briser les sororités, d'empêcher que les femmes s'unissent entre elles, et dans le même temps, de constituer des fraternités hyper agressives qu'on voit partout présentes, et qui ont mis le monde à feu et à sang. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc cette dynamique-là, en fait, elle est puissante, elle est ancienne, elle est incorporée dans les sociétés, mais elle est aussi incorporée en nous. C'est pourquoi je précisais que le premier travail que nous pouvons faire, et ça c'est un travail assez simple, puisqu'on est quand même très très souvent avec nous-mêmes, c'est de prendre conscience de tout ça et d'essayer finalement de travailler sur soi en tant qu'individu, mais aussi dans toutes les interrelations humaines que nous avons, les uns avec les autres, les unes avec les autres, pour transformer en fait, évidemment. Alors c'est long, c'est coûteux, c'est difficile, mais c'est totalement nécessaire et c'est urgent en fait. Il y a une urgence absolue à transformer totalement et radicalement le monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup. Je suis assez d'accord avec vous trois sur le fait que, en fait, ces comportements, cette éducation, évidemment, les premières victimes sont les femmes et les enfants, mais les deuxièmes victimes sont les hommes. C'est pour ça que je pense vraiment qu'ils ont tout intérêt à rentrer dans le féminisme. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'hommes dans le combat, pas pour expliquer encore une fois aux femmes ce qu'on vit
et comment lutter, mais pour éduquer les autres hommes, pour se déconstruire eux-mêmes, pour réfléchir à leurs propres biais, leurs propres conditionnements et réfléchir à comment agir autrement. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. J'avais aussi quand même envie de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Les lois, c'est bien. Et vraiment, quand j'ai fondé Femmes de droit, pour moi, il fallait vraiment qu'on réforme plein de lois. Et puis, je me rends compte qu'en fait, en appliquant déjà correctement toute une série de lois qui existent déjà, le monde fonctionnerait pas mal mieux. Hein. Et qu'il y a plein de représentations et de stéréotypes sexistes, racistes, homophobes, etc., qui ont des conséquences sur les décisions de justice. On voit par exemple, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, qu'à crime égal, les femmes sont condamnées bien plus sévèrement que les hommes, parce que c'est bien plus grave de tuer son enfant quand on est une femme que quand on est un homme. Visiblement, en tout cas, vu les taux de condamnation, vu les peines qui sont infligées. Et ça a aussi des conséquences, parce que parfois on nous dit oui, alors il y a autant de condamnés hommes, mais c'est parce que les femmes, on est plus gentil avec elles. C'est pas ce qu'on observe en fait. Hein. Quand on analyse les décisions de justice, on voit vraiment au contraire que la justice est bien plus sévère avec les femmes. Et pourtant, malgré cette sévérité, elles sont largement sous-représentées dans les condamnés. Donc c'est qu'il y a un vrai problème. Et l'image du monstre, c'est aussi quelque chose. Enfin, je participe à la formation des magistrats depuis pas très très longtemps, et j'insiste sur le fait que non, les violeurs, les agresseurs ne sont pas des monstres. Ils font quelque chose de monstrueux, on est bien d'accord, le viol est monstrueux. Ils font quelque chose de monstrueux, mais on n'est pas dans Disney, ils n'ont pas une tête de monstre avec l'air d'être vraiment des vilains méchants. Et ça a des conséquences très très concrètes. Astrid Bederet, avocate spécialisée dans l'inceste, explique que parfois le juge dit « Madame, la victime a l'air tout à fait crédible, toutes les expertises montrent qu'elle a vraiment vécu tout ce qu'elle dénonce, que toutes les violences dont on a parlé aujourd'hui sont très vraies, et en même temps je vois monsieur, et je ne peux pas imaginer que monsieur commette ça, il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui commet ça. » Et du coup, ça crée un doute raisonnable. Et comme le doute doit profiter à l'accusé, monsieur il y a un non-lieu ou en tout cas, il y a un acquittement et il n'est pas condamné. Donc, ça a des conséquences très, très concrètes. Et il faut déconstruire ce mythe-là. Et ça passe effectivement par de l'éducation. Et on a un principe au sein de Femmes de droit qui est de dire que la meilleure façon de traiter la violence, c'est de faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Et ça, c'est de la prévention. Je voulais juste rajouter, par rapport à ça, cette question du traitement dans les tribunaux. C'est vrai qu'il y a une psychologisation de la violence des hommes. On va se dire, ah oui, mais même dans les termes qu'on va employer, on va parler de fou, de déséquilibré, de chauffard sur la route. Je pense que le truc, c'est de se dire, mais les femmes aussi ont des troubles mentaux. Les femmes aussi peuvent... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cette même situation, elles ne passent pas à l'acte. Donc là, on passe encore une fois à côté de la cause. Voilà. Tout à fait. Je propose, si vous êtes toutes les trois d'accord, qu'on laisse la parole un petit peu au public. Est-ce que vous avez envie de réagir, de poser des questions, d'intervenir ? Qui se lance ? Vous pouvez peut-être préciser votre prénom et... Bonjour, Stéphanie. Alors, moi, je travaille à la police en tant que personnel civil. J'ai travaillé aussi un peu dans le terreau. Et dans le terreau, on agit avant que l'infraction de terrorisme ne soit commise. Donc, on travaille bien en amont. Et quel est le travail qu'on peut faire ? Parce que pour moi, les violences évoquées aujourd'hui, c'est aussi une forme de terrorisme. Il y a bien souvent des signaux, il y a bien souvent des plaintes. Mais on en arrive quand même à X féminicides. À chaque fois, quand on lit, il y a un passif. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue légal pour permettre à la police ? Parce que quand j'en parle à mes collègues, oui, mais non, on a fait ce qu'il fallait faire, la fille a déposé plainte, etc. Mais ça en reste là. Il n'y a pas un travail qui est fait après pour aller trouver l'auteur, pour essayer justement de l'éduquer ou le sensibiliser. Enfin, moi, ça m'interpelle toujours parce qu'on dépose plainte, mais il n'y a pas suffisamment de suivi et donc il y a quelque chose à prévoir peut-être à ce niveau-là, je ne sais pas. Oui, mais donc pour répondre à ça, c'est vraiment dans cette approche qu'on s'est inscrite en rédigeant la loi féminicide, en ayant une loi qui soit vraiment holistique, avec des dispositifs qui se renforcent les uns les autres pour prendre en charge le problème des féminicides.
Et donc, on agit à différents niveaux. Donc, premièrement, la formation, c'est central, de renforcer la formation des policiers et des policières, mais aussi des magistrats, des avocats, on l'a cité, et d'autres secteurs qui peuvent aussi détecter les violences. Mais donc ça, c'est un peu à part. Par exemple, on a déployé ici à Bruxelles la fameuse alarme anti-rapprochement dont je parlais tout à l'heure. J'ai quand même un policier qui, pendant que j'étais en train de faire une interview pour expliquer l'alarme, qui dit dans mon dos, je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Ambiance. À moi. Enfin, je veux dire, à un moment, de un, le respect est mort. De deux, on est devant les caméras et le type dit ça, quoi. Et donc après, on a pris tout notre sang-froid possible avec Afida qui était là aussi, Afida Bachir qui travaillait avec moi au cabinet, qui était présente pour discuter avec cette personne. Mais je veux dire, voilà, les mentalités, on voit bien qu'on peut mettre en place toutes les formations du monde. Il y a des gens qu'on ne fera pas changer d'avis. Donc ça, c'est un souci. Enfin, voilà, moi, je peux pas être responsable de ça, quoi. Enfin, je veux dire, je veux bien faire des tas de choses, mais à un moment, il y a des choses, on n'en est pas responsable, quoi. Mais voilà, donc ça, je pense qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là, même si, voilà, on travaille sur la formation avec les personnes qui sont volontaires. Et puis alors, il y a évidemment les personnes qui seront allouées, enfin, qui seront en charge de, par exemple, la prise des plaintes, c'est celles qui sont les plus à même de faire ça correctement. Donc, c'est aussi de cette manière-là alors qu'on peut travailler. Deuxième chose, on a mis en place pendant le confinement, on a utilisé un peu cette opportunité pour mettre en place le système de revisite. Donc, ça veut dire que chaque policier doit recontacter, chaque victime qui dépose plainte doit être recontactée par la police. Auparavant, c'était plutôt des projets pilotes dans certaines communes qui le faisaient. Maintenant, on a généralisé ce principe via une circulaire. Et donc, c'est obligatoire de recontacter dans les 2 mois toutes les personnes qui portent plainte pour violence intrafamiliale. C'est central. La possibilité de prendre contact avec l'auteur existe aussi, en fonction de si le policier estime qu'il y a un intérêt à le faire. Ça peut être fait aussi. Alors, troisième chose, donc là, j'évoquais la formation tout à l'heure. La formation, elle est importante pourquoi ? Elle est importante évidemment pour comprendre le cycle de la violence, comprendre comment ça fonctionne, et donc pourquoi est-ce qu'une victime peut parfois retourner chez son conjoint, parce qu'on entend quand même souvent des procureurs qui viennent en audition au Parlement, j'ai eu le cas, et qui rigolent à moitié en disant « mais elle retourne de toute façon, elle retourne ». Et donc, à un moment, il faut aussi comprendre pourquoi elle retourne, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'elle retourne. Par exemple, les ressources financières, le fait d'être extirpé de son environnement et donc de devoir tout quitter pour aller en refuge avec les enfants. Et donc, par exemple, le principe d'éloigner l'auteur plutôt que la victime, c'est une vision sur laquelle on s'est accordé au niveau interfédéral. Et donc, on s'articule entre les régions et le fédéral pour travailler davantage sur cette vision, et ça permet aussi de diminuer les coûts en matière d'hébergement, refuge et autres dispositifs. Cette formation, elle permet aussi aux policiers de détecter les signes. Parce qu'en fait, si le policier prend correctement la plainte, eh bien, il va écrire dans le PV d'audition, non pas « il m'a serré la gorge », mais « il m'a étranglé ». Et en fait, l'étranglement, c'est important parce que c'est un mot qui doit alerter le magistrat pour déployer une mesure d'urgence par rapport à la victime. Parce qu'on sait que c'est dans les cas, l'étranglement est un signe qui doit alerter pour un potentiel féminicide. C'est souvent lié entre les deux, tout comme par exemple le fait d'être enceinte. Les femmes enceintes sont beaucoup plus souvent victimes de violences intrafamiliales. Ce sont des déclencheurs ou des facteurs aggravants de violence. Et donc ça doit alerter. Sinon, en fait, il peut passer à côté et donc ne pas protéger la victime correctement. Troisième chose, les rapports. Donc on a parlé des statistiques très rapidement tout à l'heure. En fait, la loi féminicide prévoit 3 types de rapports. Premièrement, un rapport annuel avec les chiffres des féminicides, mais aussi les chiffres de certaines formes de violence. Et la loi en profite également pour définir les formes de violence, des formes de violence de genre. Donc les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les violences en ligne, les violences économiques sont définies dans la loi également pour pouvoir obtenir des statistiques. Ensuite, on aura un rapport qui sera fait tous les 2 ans sur base des chiffres qui émet des recommandations. Donc là, on va un pas plus loin. Troisième rapport, c'est un rapport qui est basé sur du qualitatif. Et donc, c'est sur l'analyse de cas de féminicide où on analyse dans le détail qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui a mené au féminicide. Et donc ça, c'est un comité interdisciplinaire qui se penchera sur ces cas et qui émettra un rapport avec des recommandations aux politiques pour effectuer des différentes modifications législatives ou autres. Donc, voilà. Qui d'autre ? Oui. Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Aline, je travaille au niveau communal et je voulais rebondir sur votre question parce que je pense qu'il y a effectivement un travail qui va prendre encore, qui est déjà en route, mais qui va sûrement prendre encore malheureusement des dizaines d'années de déconstruction de l'ensemble de la société sur cette thématique-là, en tout cas de la violence faite aux femmes. Mais je pense que souvent on s'inscrit trop dans un rapport en fait victime-police. Alors que pour moi le rôle des politiques publiques c'est aussi de pouvoir déconstruire en fait différents secteurs et de pouvoir justement avoir une approche préemptive par rapport aux violences qui pourraient survenir. Et en fait le but c'est pas en fait si le but c'est de mieux prendre en charge les victimes, mais en fait le but intrinsèque c'est qu'il n'y ait pas de victimes, quoi. Et je pense qu'il y a aussi des secteurs sur lesquels on peut travailler. Et bon, tellement, je parle de ce que je connais donc au niveau local, mais comme principalement les écoles, les directions d'écoles, les CPAS, les bars, les gérants de bars, le personnel. C'est vrai que déconstruire aussi la police et mieux former la police, c'est un enjeu fondamental et je pense que c'est l'enjeu prioritaire. Mais il faut aussi pouvoir permettre aux personnes qui sont en contact avec les potentielles victimes, qu'elles soient directes ou indirectes, notamment les enfants, de pouvoir d'abord détecter effectivement les choses qui vont leur dire que potentiellement il y a un risque, mais aussi de savoir quoi faire, parce que nous on est confrontés en tout cas au niveau purement local à des gens dont c'est pas le métier de faire ça. Leur métier, en fait, c'est déjà même pas le métier parfois d'être directeur d'école. En fait, ils sont juste profs, puis ils sont devenus directeurs d'école, et puis ils sont face à une situation familiale compliquée, ils ne savent pas comment réagir. Et ça c'est vraiment du travail. Il y a effectivement la décision qui est prise, peut-être une loi, peut-être, mais après il y a c'est un truc qui doit être fait en continu avec un recyclage pour permettre aussi à toutes ces personnes qui vont côtoyer les potentielles victimes de pouvoir justement agir de manière coordonnée, quoi. Moi, je voulais parler des solutions, mais au sens large, et revenir une fois de plus sur l'éducation. Parce que finalement, moi, quand j'ai travaillé sur les chiffres, une fois de plus, je reviens toujours aux chiffres, mais en fait, la solution, elle est dans les chiffres. C'est-à-dire que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51,6% de la population et donc qui ne sont pas une minorité, j'aime bien le rappeler, et qui sont peu ou pas éduquées à travers cette valeur, cette éducation virile, eh bien, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Donc j'ai envie de dire, mais la solution, on l'a sous les yeux, on l'applique déjà pour la moitié de la population, donc pourquoi pas le faire pour l'entièreté de la population? Et finalement, pourquoi ne pas éduquer les garçons comme les filles? C'est-à-dire leur donner une éducation qui va favoriser davantage l'empathie. Donc pourquoi pas leur proposer des poupons pour qu'ils apprennent aussi à s'occuper d'autrui, développer davantage leurs sentiments pour qu'ils soient plus empathiques, les contraindre davantage pour qu'ils respectent les règles. Tout ce que nous faisons déjà avec les filles et avec les femmes et qui a des conséquences tellement plus positives sur l'ensemble de la société. Et ce qui est intéressant, c'est que et je vous assure qu'on ne vivrait plus dans le même monde, hein. Déjà, on parlait des 100 milliards d'euros à minima. Alors, c'est une estimation qui est sous-estimée. Je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais on pourrait investir, je sais pas, dans la recherche, dans l'éducation nationale, dans je sais pas, les hôpitaux, les retraites, plutôt que de construire des palais de justice et des prisons. Et puis, il y aurait des changements notables pour les citoyens et les citoyennes, puisque les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient de façon drastique. Et donc, on n'aurait plus peur de marcher seul dans la rue, de laisser nos enfants jouer dehors, de se faire cambrioler pendant les vacances, etc., etc. On vivrait en fait dans une société plus riche et plus apaisée. Et donc, éduquer les garçons comme les filles, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand j'en parle, ça fait un peu grincer des dents. Alors, on est d'accord sur le constat, on est d'accord sur les coûts, on est d'accord sur un tout, mais éduquer les garçons comme les filles, faut pas déconner non plus, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, on en parlait tout à l'heure, hein, ce mépris toujours du féminin, hein, un vrai homme, c'est surtout pas une femme. Mais en fait, de dire éduquer les garçons comme les filles revient tout simplement à donner une éducation plus humaniste à l'ensemble des enfants. Et vraiment, on ne vivrait plus dans la même société.
Oui, et je voulais ajouter aussi quelque chose, c'est qu'il faudrait aussi empêcher les acteurs de violence de nuire. Parce que, contre toute attente, ils utilisent fort bien les lois, y compris pour harceler les victimes, y compris des prisons. Comme je l'ai découvert de manière hallucinante lors d'un récent débat télévisé, avec le cas de Laura Harap, qui est une jeune femme qui a survécu à un féminicide et qui est harcelée de la prison par son conjoint qui organise une batterie de procédures visant à lui pourrir l'existence, ce qui est quand même juste totalement hallucinant. Ce qui m'amène à un deuxième point, c'est que les acteurs, les auteurs de violences sont très souvent dans le déni, en fait. Et que, en réalité, quand on les écoute, on comprend bien que c'est eux qui sont victimes, en fait, des femmes. Les femmes sont coupables, et d'ailleurs, ils le disent de manière très, très simple. Ils disent c'est elle qui m'a poussé à. C'est elle qui est responsable de. Ce qui est en soi quelque chose d'assez hallucinant. Et quand je dis qu'ils contre-attaquent, je dis qu'ils contre-attaquent vraiment puisqu'ils sont totalement dans le déni et que c'est eux qui sont victimes. Ils contre-attaquent par exemple, en faisant des procès pour tout, enfin en menant des procédures pour tout et pour rien, mais ils contre-attaquent aussi et en cela ils sont soutenus par des réseaux masculinistes très actifs qui leur expliquent comment contourner la loi. Je vous donne un seul exemple qui m'a stupéfait, pour ne pas dire sidéré. J'ai appris qu'en France, aujourd'hui, il y a 150 pédopsychiatres qui sont interdits de travailler. Pourquoi ? Parce que ces pédopsychiatres ont fait des signalements en particulier d'enfants en grave danger, des cas d'inceste, des cas de pédocriminalité, mais aussi des cas de violences faites aux femmes, plus ou moins importantes. Et en fait, les hommes accusés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont attaquer devant le Conseil de l'ordre pour grâce à une clause juste extravagante qui est immixtion dans la famille. Et ils font condamner les pédopsychiatres qui font des signalements. Et on parle là de 150 à peu près praticiens, mais surtout praticiennes, qui sont donc l'objet de mesures disciplinaires qui consistent en fait à les empêcher de travailler pour une durée plus ou moins longue, qui peut aller de 1 mois à 1 an, du simple fait d'avoir fait leur travail, en somme, d'avoir signalé de manière évidente une violence aggravée. Et donc ça c'est juste incroyable et ça devrait être totalement impossible. D'ailleurs, on sait bien que lorsqu'il y a dans les dispositifs légaux masculinistes et patriarcaux des choses comme cela, immixtion dans la famille, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit la famille, c'est les hommes qui ont le pouvoir dessus et donc on ne doit pas s'en mêler. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Ça nous amène à laisser des enfants en danger très grave, à ne pas prendre en compte des situations bien en amont en réalité. Parce que quand la pédopsychiatre fait le signalement d'une femme en danger ou d'un enfant en danger, elle envoie déjà un premier signal fort à la société, bien avant peut-être que la femme porte plainte pour elle ou pour l'enfant concerné. Et la réponse de la société, c'est la condamnation de la personne qui fait le signalement. Ça, c'est juste plus possible. Donc là, on peut de manière très concrète agir pour les empêcher de nuire, parce que c'est ça en fait qui est en jeu. J'ai envie de rajouter par rapport à ce que tu disais parce que là tu parles de la France, mais en fait on constate les mêmes genres de choses en Belgique. On constate des pères condamnés pour inceste qui ont le droit de décider que leurs enfants ne pourront pas aller voir de psy
jusqu'à leur majorité parce qu'ils ont l'autorité parentale et qu'en tant que détenteurs de l'autorité parentale, ils peuvent décider conjointement avec l'autre personne détentrice de l'autorité parentale des soins accordés à l'enfant et en cas de désaccord, il se passe rien. Et donc c'est hallucinant, mais on a des enfants qui n'ont pas le droit d'être accompagnés d'un point de vue médical pour des soins dont ils ont besoin suite à des violences pour lesquelles pourtant l'agresseur a été condamné. Je vous parle même pas de tous les cas où il n'y a pas de condamnation. Et tu parlais des mouvements masculinistes, on les voit aussi très fort en action ici en Belgique, notamment à travers tout ce qui tourne autour du syndrome d'aliénation parentale. C'est malheureusement nous qui vous avons un peu infiltré, et j'en suis désolée, mais on voit bien à quel point ce truc, je peux pas appeler ça une théorie parce que ça n'a même pas valeur de théorie, mais à quel point ce truc a des conséquences dramatiques sur des enfants, sur des femmes. Et tu parlais de procédures de déni, de procédures utilisées par les agresseurs. Il y a une association qui travaille beaucoup sur ce sujet qui s'appelle Les Merveilleuses, qui travaille sur les familles monoparentales et toutes les membres de cette association vivent des procédure sur procédure sur procédure intentée par leur ex-partenaire violent, et c'est une continuité de la violence qui s'exerce à travers les institutions belges en toute légalité, parce qu'ils ont vraiment le droit de faire toutes ces procédures, et ça aussi, il y a quelque chose là qui est profondément dérangeant. Oui, parce que tu n'as pas le droit de vivre sereinement, quoi. En fait, tu es en prison et en fait, il te pourrit la vie, quoi. Et, pardon, dans le cas de Laura Rapp, dont j'ai appris l'existence lors d'un récent débat, elle a été contrainte de déménager à l'autre bout de la France. Elle apprend que sa peine va être aménagée. Bon, ça, c'est le problème de l'aménagement des peines. Bon, laissons tomber. C'est que sa peine va être aménagée et que peut-être il va sortir. Elle ne sait pas dans quel contexte il va sortir. Et comme il passe sa vie à la harceler, à lui dire qu'il va la tuer, etc., cette femme est terrorisée. Et elle nous le dit. Elle nous dit, je suis terrorisée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Voilà, on fait rien. On fait rien parce que en fait, le contexte légal fait que il semble qu'il puisse se comporter de cette manière-là. Et à un moment, on se dit, mais ok, et si dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il sort et qu'il la tue ? Quelle sera notre responsabilité ? Parce que on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas entendu. Et il y avait la porte-parole nationale de la police nationale qui était là, dans l'émission en question. Donc, et on était là, toutes les femmes, à l'écouter, et on se disait, mais oui, il y a une grande probabilité que s'il sort, il va la tuer. Et voilà, et on rentrera Laura Rapp dans les chiffres terrifiants, en fait. Je signale que nous en sommes déjà, et nous sommes seulement mi-mars, à 33 femmes ou 34 femmes, 33 femmes, je crois, exécutées, car il s'agit d'exécution. Donc voilà, et donc tout ce dont on parle là, quand on en a conscience, je pense qu'on doit être en capacité, à minima, de les empêcher de nuire. Et de prendre conscience qu'ils peuvent aussi utiliser la loi pour continuer le régime de terreur, en fait, imposé pendant la vie commune, mais en fait c'est la peine éternelle, c'est la double peine, la triple peine, la quadruple peine, on ne sait plus en fait. Et donc il n'y a aucun droit à l'oubli pour les victimes. Et c'est très important de le comprendre parce que au cœur du dispositif de pouvoir, il y a la capacité de dire « je suis là, je suis enquistée dans ta vie et tu ne pourras jamais vivre sans moi ». Et c'est ça qu'on ne doit pas accepter, évidemment. Donc il y a, je crois, beaucoup de choses encore à faire. Mais je crois que véritablement, c'est la preuve que la vie des femmes n'a pas de valeur. Et moi, il y a une histoire qui m'avait choquée en France, et là, je m'étais dit, ah ouais, quand même, vraiment. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était l'affaire Théo.
Je crois que c'était un jeune qui avait passé une nuit en garde à vue, ou je ne sais plus exactement, et il avait rapporté le fait qu'il avait été victime d'un viol avec une matraque de la part d'un policier. Et ça avait fait un bruit terrible, on en avait beaucoup parlé. Alors, je ne remets pas en cause, à juste un titre, un viol, mais des histoires de femmes qui ont été violées par des pompiers, par des policiers à maintes reprises, et je ne sais plus combien il y a eu d'affaires comme ça en France, en prison. On en parle. Ouais, et ben on n'en parle pas. Et là, je me suis rendu compte en fait à quel point le corps des femmes et la vie des femmes n'a pas de valeur comparée à celle des hommes. Et une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon, enfin vraiment, moi je me pose la question, si ça arrivait aux hommes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quelle serait notre réaction? Madame ici. Bonjour, moi je m'appelle Charline, je vais simplement me présenter en tant que féministe. Je me pose une question. À Liège, il y a un mouvement qui a été lancé par une artiste tatoueuse qui a tatoué sur plusieurs d'entre nous « Je te crois ». Et justement, ça fait partie de ces outils, ces procédures de défense masculiniste aussi, qui est de se replier derrière la présomption d'innocence et la diffamation. Quand une victime dénonce un viol et qu'il y a un mouvement autour d'elle qui se solidarise et qui dit « je te crois », la réaction immédiate de l'auteur est finalement d'attaquer en diffamation et la victime qui a choisi de ne pas porter plainte et les personnes qui choisissent de la croire et de partager son histoire. Comment est-ce qu'on fait justement pour empêcher de nuire quelqu'un qui est auteur de violences sexuelles et c'est tout un deux poids deux mesures finalement qui se passe. On voit bien encore une fois à quel point finalement le corps des femmes a peu de valeur, puisque on va préférer laver l'honneur de l'homme prétendument innocent que de croire la victime. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette ambivalence en fait entre la loi et la nécessité de croire les femmes en fait? Alors juste, moi en fait, ça fait 7 mois à peu près que je parle beaucoup à la presse, évidemment, de cette question, vous pouvez l'imaginer. Et en fait, je crois qu'il y a un grand travail de pédagogie à faire. Parce que la manière dont on relate des violences, en particulier les plus extrêmes, les violences féminicidaires, ça peut être aussi une seconde mort. Parce que les mots tuent. Il tue une seconde fois. Et dans les cas où les récits faits de victimes de féminicide sont maltraités dans tous les sens du terme, eh bien, pour les co-victimes, parce que pour les femmes, bien sûr, c'est trop tard, hein. Évidemment, l'impact sur elles est assez limité, mais pour les co-victimes, en particulier les enfants et les parents, c'est un séisme. Et on entend ça très souvent en fait dans le récit qu'elles et eux font. Par exemple, d'une co-victime, donc d'un enfant qui a assisté à la mort, à l'exécution de sa mère, et qui voit relater le fait dans la presse avec une photo de mariage de ses parents. Et sans l'accord, bien sûr. On ne sait pas où est-ce qu'il récupère ces photographies, ce qui d'ailleurs est une autre question. Et donc cette co-victime dit je me suis sentie mais anéantie une seconde fois en voyant cela. Et donc je crois qu'il faudrait que de ce point de vue-là, il y ait un code de déontologie qui soit des recommandations. Quand je dis recommandations, c'est un euphémisme. Voilà, il faut travailler évidemment avec les médias pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et aussi parce qu'il y a un pouvoir dans le récit. Faire le récit de cela et le faire d'une autre manière, ça participe du processus de réparation individuelle et collective. Parce qu'en fait, un féminicide, ça attaque violemment évidemment les proches, en particulier les enfants et les parents, mais en fait, c'est toute la société qui est atteinte. Et parfois par cercle concentrique assez étendu.
Je me souviens d'avoir vu un reportage d'une collègue de travail d'une victime de féminicide qui pleurait en disant « j'aurais dû mieux écouter, j'aurais dû être plus là, j'aurais dû la croire ». Et c'était une femme. Et donc ça veut dire que c'est elle qui porte la responsabilité de cela? Ben non. Et pourtant c'est elle qui porte la responsabilité de cela des années encore après. Et donc c'est aussi une co-victime. Et tout ça entre dans le coût général, évidemment, de ces violences. Donc, il y a une responsabilité, chacun doit prendre ses responsabilités, et les médias, bien sûr, aussi. Mais j'observe quand même en France, par exemple, qu'il y a quand même une prise de conscience du fait que certains termes doivent disparaître du vocabulaire commun, comme crime passionnel, crime d'honneur, tous ces termes euphémisants qui accréditent de surcroît la symétrie de la violence, ce qui est extrêmement problématique, parce qu'il n'y a pas de symétrie de la violence, parce que ce sont les femmes qui meurent. Donc tout ça, je crois, est en train d'entrer progressivement dans les mœurs journalistiques et médiatiques. Ça prend du temps, et c'est un travail qu'on doit faire systématiquement. C'est-à-dire que moi, dans une conversation avec un journaliste ou une journaliste, quand j'entends quelque chose qui est problématique, je le note de manière extrêmement ferme, en disant moi, je ne veux pas que vous disiez ça. Hein. Ça, il n'est pas question que vous me fassiez dire ce genre de choses. Je voulais juste en 3 secondes revenir, parce que là, c'est vrai qu'on parle de changement de mentalité, changement de paradigme. Et souvent, on se dit, ah, mais le travail, jamais on va y arriver, c'est trop dur, c'est trop important, il y a trop de choses à changer. Alors déjà, tout à l'heure, je parlais des solutions et de dire, bon, voilà, cette éducation humaniste pour la moitié de l'humanité, voilà. Mais en plus, il y a certains sujets, par exemple, je pense, le premier à l'écologie. Dans les années 70, il y a encore des gens qui ne savaient pas ce que c'était l'écologie. Aujourd'hui, on a tous conscience de l'impact de la pollution, on a tous intégré des gestes dans notre quotidien. Donc voilà, c'est un sujet qui a pris quelques décennies, mais qui progresse. Et aujourd'hui, les politiques, voilà, il n'y a plus de politique sans politique écologiste. Mais par exemple, un autre exemple qui est plus... Oui, on peut en discuter. On peut en discuter, mais en tout cas, dans les mentalités, il y a une vraie évolution. Et autre cas qui, moi, je pense peut-être plus significatif, le Covid. Changement radical de société en 15 jours. Le télétravail en France, c'était surtout pas de télétravail avec une culture présentéiste. Aujourd'hui, le télétravail est rentré dans les mœurs. Donc, quand on veut, on peut. Et quand il y a de la volonté et une urgence, il n'y a pas de raison. Donc, sur ces sujets-là, il n'y a pas de raison non plus. Oh là là, j'avais envie de dire des choses et en même temps, c'est une super conclusion que tu viens de faire. Je vais quand même réagir et rajouter une petite quelque chose par rapport à... C'est toi qui avais abordé par rapport à Liège. J'ai un vrai problème avec ce truc de diffamation quand même, parce que dans ma pratique, j'observe un certain nombre de victimes qui, même quand elles ont déposé plainte, se voient être condamnées pour diffamation avant même qu'une enquête digne de ce nom ne soit ouverte pour les violences pour lesquelles elles ont porté plainte. C'est notamment fréquemment le cas sur la question de l'inceste quand les victimes déposent plainte une fois qu'elles sont majeures. Et cette présomption d'innocence, elle va que dans un sens. C'est-à-dire que quand on accuse quelqu'un, par exemple, d'être incestueux, ah oui, non, mais présomption d'innocence. Puis on l'accuse de diffamation. Et elle est où sa présomption d'innocence à elle de ne pas être diffamante? Enfin, je veux dire, moi, je veux bien impliquer la présomption d'innocence, mais dans les deux sens, alors. Et quand dans les médias, on dit « Ah non, présomption d'innocence, donc on ne va pas parler de ça », mais par contre, on va parler du fait que quand même, elle a probablement menti. On ne respecte pas sa présomption d'innocence à elle. Et donc voilà. Et puis les statistiques. Les statistiques démontrent, donc il y a plein d'études qui ont parlé des fausses accusations de violences sexuelles. Alors en moyenne, on retrouve des taux entre 1,5 et 8% de fausses accusations. Mais c'est hyper intéressant d'aller regarder donc dans les études qui ont été reconnues comme scientifiquement valables, parce que bon, il y en a qui disent 60%.
Mais il suffit de ne pas avoir déposé plainte dans les 24 heures de la violence pour être considéré comme une fausse accusation. Donc évidemment, méthodologiquement, ça ne tient pas la route. Donc dans celles qui sont reconnues méthodologiquement, on est entre 1,5 et 8%. Et puis ce qui est hyper intéressant, quand on va plus loin et qu'on les lit, c'est qu'on se rend compte que celles qui disent 8%, c'est dans la première analyse. Mais toutes les études où les auteurs même de l'étude sont revenus sur les cas quelques années après, eh bien, on est descendu entre 1,5 et 2%. Parce qu'au moment de l'étude, il y avait des cas où on s'est dit, on les classe dans les fausses accusations parce qu'on n'a pas assez de preuves que c'est vrai. Et puis, entre-temps, le temps faisant, on obtient les preuves. Et donc, on est plutôt entre 1,5 et 2%. Et je ne serais pas étonnée que si on revenait dessus encore après, on découvrirait que c'est moins que ça. Mais donc, restons à 2% pour faire simple. Ça veut dire que quand une victime vient dénoncer des violences sexuelles, il y a 98% de chances qu'elle dise la vérité, en fait. Et donc, moi, je préfère la croire et prendre le risque des 2% d'erreur. Sans oublier non plus qu'une étude assez récente a montré, on pensait jusqu'ici que c'était 10% des victimes de violences sexuelles qui dénoncent. Aujourd'hui, on pense que c'est plutôt 3%. Et donc, parmi, si on rajoute ces 3% de dénonciation à ces 98% de vraies accusations, en fait, on est à 99,999999% de vraies. La probabilité est là que la personne dise la vérité. Donc, moi, je prends largement ce risque-là. Absolument. Oui, mais en plus, on sait aussi par ailleurs qu'il n'y a que 10% des victimes qui déposent plainte et qu'un classement sans suite ne veut pas dire fausse déclaration. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas su aller au bout du procès ou qu'il n'y a pas de condamnation faute de preuves ou d'éléments suffisants qu'il y a eu mensonge et malice. Je veux dire, à un moment, c'est quand même complètement dingue. Et je trouve aussi qu'il y a vraiment un retournement de situation à dire oui, on n'a pas le droit de faire des tribunaux populaires, laissons la justice faire son travail. Alors qu'en fait, je veux dire, il y a dans le système judiciaire actuel de la préventive. Pour tous les délits, on fait de la on peut, si le juge le décide, faire de la prison avant d'être jugé parce qu'on estime qu'on est une menace pour la population. Et d'ailleurs, moi, je m'inscris plutôt dans une lecture anticarcérale. Je trouve que ça va trop loin de ce côté-là parce que c'est toujours les mêmes publics en fait qui se retrouvent derrière les barreaux, même quand ils ne représentent pas une menace pour la société. Mais soit, c'est un autre débat. Mais donc, je trouve on se fout vraiment de nous quand on nous avance ces arguments-là. Et par ailleurs, quand on parle du MeToo politique, parce que Zakia l'évoquait tout à l'heure, et qu'on nous dit mais on ne peut pas commencer à prendre des mesures disciplinaires dans le cadre d'un collège. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on va? J'ai peur pour ma démocratie. Alors, les médecins avec leurs ordres des médecins, les avocats avec leurs ordres d'avocats qui préfèrent régler leurs petites histoires entre eux, même quand il s'agit d'affaires qui pourraient aller devant les tribunaux, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, c'est souvent ceux-là qui vont le plus possible éviter les tribunaux et régler leurs affaires entre eux et éviter de s'exposer publiquement. Donc, je pense que c'est important de recontextualiser le traitement des violences sexuelles et des victimes et de leur soutien dans un contexte plus large, quoi. Voilà. Mais donc, pour conclure, je pense qu'en effet, comme toi, que déjà, on est en train d'avancer. Le fait d'en parler aujourd'hui, d'en parler autant, d'avoir des autrices qui sont reconnues sur le sujet, qui ont des moyens pour rédiger ces ouvrages et qui, comme elle le disait tout à l'heure, sont en tournée perpétuelle pour aller les présenter, ça dit quelque chose de l'époque de changement dans laquelle on se trouve. Alors évidemment, ça ne solutionne pas tous les problèmes d'un coup, malheureusement, mais on est dans une période qui est en train de changer. Et donc ça, je pense que c'est important de le reconnaître. C'est grâce évidemment à tout ce travail de mise à l'agenda politique et sociétal qui a été fait par les militantes, par des académiques qui ont formulé le problème et qui l'ont porté à un niveau de question qui doit être géré par l'État. Et puis alors, on l'évoquait tout à l'heure, des politiques qui sont profondément préoccupés par la situation et qui souhaitent avancer. Et ça, moi, je le vois quand même dans les rencontres internationales. On commence à avoir un réseau assez fort de personnalités dans d'autres pays qui ont envie d'avancer aussi. Et donc ça, je pense que c'est important de s'appuyer dessus et de continuer à construire ce réseau féministe international. Et donc, je conclurai par ça. On en parlait tout à l'heure avec Christelle et Lucille. La nécessité de renforcer et construire une alliance féministe internationale avec des associations, avec des académiques, avec des journalistes progressistes
et avec des politiques, c'est une nécessité et ça sera l'une de mes priorités pendant la présidence de l'Union européenne de la Belgique l'année prochaine. Voilà. Merci. Je crois qu'on pourrait discuter encore pendant 5 heures sans nous arrêter. Il y a 1000 choses que j'ai encore envie de dire, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois l'occasion de se revoir. Je voudrais remercier, avant de terminer, juste une dernière fois Etopia, particulièrement Sophie, pour tout le travail qu'elle a fait et qui est complètement invisible, et toutes les personnes que je ne connais pas et qui sont derrière tout ce travail. Un grand merci encore à Lucille, à Sarah et à Christelle pour votre venue aujourd'hui, et puis aussi pour tout le travail militant que vous faites à côté. On a vraiment besoin de femmes comme vous. Merci beaucoup.